Une voix de fille, urgente. Yoshito, recule. Ses adversaires sont trop forts pour toi. La blonde le dit sans prévenir, le surprenant. Yuri le tire derrière elle, répétant. C'est trop pour lui. L'équipe se bat, tandis que le protagoniste reste. Tout le monde le voit comme un poids mort. Les Lizardmen s'approchent. La fille le couvre, puis le grand avec le bouclier se prend un coup et recule. Il tombe sur un piège qui fait céder le sol sous Yoshito. Il crie, sa voix s'éteint en tombant. Puis, soudain, il se redresse. Au lieu de tomber comme une poupée, il reprend le contrôle et plonge plus vite dans la chambre inférieure. Une nouvelle menace l'attend là-bas. Pas un seul Lizardman. Plusieurs commandants lézards sortent de chaque couloir, l'encerclant. Ce ne sont pas les faibles d'en haut. Cela posait de vrais problèmes à ses coéquipiers. Il croit que c'est facile. Yoshito se lève, prend son épée. Sondigard sedursit. Il prévient les créatures qu'elles vont le regretter. En un éclair, il charge et leur dit de se préparer. Le donjon devient un combat brutal. Les pauvres lézards perdent la tête. Ceux qui tentent de fuir se font attraper en un instant. Il les abat un à un. Une armée devant lui. Mais il sait que les filles aux étages supérieurs sont en danger sans lui. Il doit agir vite. Dernier coup. Le dernier Lizardman recule. Yoshito s'avance calmement. Il termine le combat et aperçoit une porte, un chemin vers le 4e étage. Il y remet le pied, fatigué mais indemne. Yuri l'aperçoit, crie son nom et court vers lui, vérifiant chaque partie de son corps pour des blessures. Elle est si heureuse qu'un faible comme lui n'ait pas péri seul là-bas. Mana s'approche prudemment et demande. Tu as été attaqué par des monstres. Pause. Yoshito surit comment. Non, rien de grave. J'ai juste laissé des commandants lézards derrière moi, mais je ne veux pas les inquiéter. Mana dit. Il a pensé que Yoshito était mort et a couru vers la salle du boss avec son équipe. Yoshito n'est pas surpris et remercie les filles de s'inquiéter. Elles échangent un regard surpris et sourient. Vite, rattrapons Nojishi. Mais soudain, un Lizardman survivant attaque Yuri par derrière. Les yeux de Yoshito s'écarquillent. Il crie son nom. Yuri se retourne, confuse, juste au moment où la lame s'abat. Mana réagit, mais Yoshito se jette en avant si violemment que le sol se fissure. Il bloque le coup et renvoie la créature d'un seul coup. Silence. Mana reste figée. Cette vitesse n'est pas normale. Yuri, encore tremblante, le remercie doucement. Yoshito, gêné, peine à parler. Mana trouve ce moment maladroit amusant, mais insiste. Comment as-tu réagi si vite? Il sourit. Tu as enfin remarqué? Ils atteignent le 5e étage. La porte de la salle du boss intermédiaire est devant eux. Mana explique qu'il y a 10 étages au total et que cette salle est le point médian. Elle et Yuri l'ont trouvé en premier, mais l'équipe de Nojishi l'a prise. Yoshito entre, des flammes rouges et un type volant s'écrasent contre le mur, le seigneur ORC se tient au centre. Nojishi est encore debout, prétentieux mais sur le point de se faire écraser. Il dit à Yoshito de ne pas s'en mêler et active son Aegis Mimzy, l'équipement unique censé bloquer n'importe quelle attaque. Il charge le seigneur ORC et frappe. Ça a l'air solide, on dirait. Nojishi sourit et demande à Yoshito s'il regarde. Il se vante de l'écart entre un vrai challenger et un poulet. Le seigneur ORC tombe, et un coffre lumineux apparaît derrière lui. Les yeux de Nojishi brillent de convoitise. Un objet rare. L'estomac de Yoshito se noue. Quelque chose ne va pas. Il crie, Nojishi, ne l'ouvre pas. Trop tard. Nojishi déchire le coffre. Rien à l'intérieur. Une lumière aveuglante explose et engloutit la pièce. Quand ça s'estompe, il se retrouve ailleurs, dans une immense... Seulement au dernier étage d'une tour. Une épaisse fumée couvre le sol. Une main géante bouge dans l'obscurité, des yeux furieux fixes. L'ogre empereur se lève de son trône, le boss de la tour magique. Il charge. Un coup de poing détruit le béton, l'onde de choc des équipes. Nojishi se précipite avec l'Aegis Mimzy et se fait balayer. Son corps s'écrase au sol. La compétence ne s'active pas, il est fini. Ses coéquipiers crient son nom et courent vers lui. Yoshito leur crie de rester en arrière, mais ils n'écoutent pas. L'ogre les frappe aussi. Mana voit un saut magique se former. Pas d'issue. Yuri murmure, effrayé. On va mourir ici? L'ogre se tourne vers elle. Elle ferme les yeux. Une lumière éclatante. Yoshito s'avance, épée à la main. Il connaît les chiffres. Ses stats ne suffisent. Il peut se permettre de perdre. Son plan? L'épuiser. Mourir autant de fois que nécessaire. Il charge et frappe l'ogre à la tête. Ses coéquipiers, choqués, le voient se battre seul. L'ogre riposte et Yoshito est projeté. A-t-il atteint sa limite? Yoshito meurt. Ses amis sont figés. Puis, le panneau de debuff s'illumine. L'inversion de compétences s'active. Son agilité monte. Il revient, plus rapide. Ses amis, perdus, parlent en même temps. Il toujours plus fort. Yoshito revient. Vérifie ses stats. Pas encore la bonne. Il a besoin d'un boost spécifique. Il attend le coup fatal, le veut vraiment. Il meurt, revient, regarde ses mains. Différentes. La stat qu'il voulait est enfin à son maximum. Il peut choisir ou réapparaître dans un rayon de 3 mètres. Il sourit, ça va être utile. Il se place derrière le flanc aveugle de l'ogre et y réapparaît. L'ogre ne s'y attend pas. Yoshito enfonce son épée. Mana, de l'autre côté de la pièce, se demande comment il a fait si vite. Il continue, il pense un instant à Nojishi et aux autres. Ennuyeux qu'ils soient. Il n'a jamais souhaité leur mal. Mais en ce moment,
Son seul objectif est de le vaincre. L'ogre se tourne. Et pour la première fois, le combat est équilibré. Yoshito prépare une dernière grande attaque. L'ogre ne peut pas... L'ogre empereur rugit et s'effondre. Fini. Yoshito soupire. Un équipement unique et une pierre magique apparaissent. Avant qu'il puisse réfléchir, Yuri le serre dans ses bras, ravi qu'il soit là. Mana, sérieuse, le remercie et dit que sans lui, elle serait morte. Elle a dû le voir mourir sans cesse. C'était dur à supporter. Yoshito s'adoucit et s'excuse de leur avoir fait vivre ça. Puis, calme et sûr de lui. Peu importe combien de fois ça arrive, je reviendrai toujours, même si mourir tant de fois fait vraiment mal. Le minuteur sonne. Boss vaincu. Évacuation. La tour s'effondre. Yoshito regarde les challengers à terre et promet de ne jamais oublier ce qu'ils ont vécu. La tour se désagrège et disparaît. Un bureau propre. Une femme. Rideau Fuyun fixe un écran montrant le terrain vide de l'ancienne tour Hermès. 3 filles attentives. Allons, comment ce gars solo des donjons si tout le monde le croit faible? Dans sa vie d'avant, il faisait des petits boulots sans avenir après le lycée. Puis une tour est apparue et il a désespérément décidé de devenir challenger. Un marchand lui a vendu la compétence d'infinie résurrection. Il a tout dépensé et s'est endetté pour l'acheter. Mais s'il avait eu quelque chose de décent, il n'aurait peut-être pas dû mourir. Puis il a trouvé la pierre de compétence en or dans un couloir de la mort, conçue pour être impossible. Il est mort des dizaines de fois pour ce trésor. Et il l'a eu. L'inversion. Chaque négatif devient positif. C'était lui qui avait nettoyé cette tour. Avec une lueur multicolore, elle disparaît dans le néant. Yoshito fixe son accomplissement, un sourire subtil sur le visage. Il tente de réprimer ses émotions et réussit enfin à cacher l'excitation que lui a procuré cette scène. Yoshito entend les murmures autour de lui. On dit que le boss de Hermès a été vaincu. Quelqu'un a demandé si un autre challenger avait passé le 5e étage, tandis que d'autres se demandaient si quelqu'un avait foncé pour éliminer le boss. Perdu dans ses pensées, il se répond silencieusement que celui qui a battu le boss, c'était lui. Takamichi Yoshito lui-même. Pourtant, il se sentirait mieux si cela ne s'était pas produit. Parce qu'il n'a jamais voulu blesser qui que ce soit sans raison. Mais il devait admettre qu'une première victoire de... Il sait que ce n'est pas une bonne idée de révéler ses exploits, surtout en ayant vaincu le puissant Hermès. Il essaie de s'éclipser discrètement, mais avant de partir, il entend des voix. C'était Mena et Yuri, qui s'excitent en le voyant et veulent connaître tous les détails de la bataille épique. Y compris les récompenses qu'il a reçues. Tout le monde le fixe, et il se sent mal à l'aise. Les chuchotements reprennent. Il est au centre de l'attention. Un commentaire sur son skill de résurrection qui est nul attire l'attention. Il dit que malgré cette compétence pourrie, il a réussi à battre Hermès. Peut-être que tout ce bruit a donné soif au héros. Il se faufile entre les gens, se tourne vers eux et dit qu'ils ont enfin échappé au chaos. Il lui demande tous les détails, les armes et les méthodes qu'il a utilisées pour gagner. FR, au milieu du chaos, quelqu'un l'invite à un petit groupe. Mena s'excuse de son manque de discrétion. Yoshito boit son soda. Yuri dit que s'il a battu Hermès, il doit accepter d'être le centre d'attention. Yoshito semble apprécier que Yuri le qualifie de dominant. FR. Elle se demande s'il y a des malus quand il perd la vie en combat. Yoshito, un peu confus, peine à expliquer. Il cherche ses mots. C'est compliqué pour lui d'expliquer l'inversion. Son expression intimide Yuri, qui se sent gêné et dit qu'elle ne voulait pas le stresser. FR. Il pense que ce sujet est trop sérieux pour parler de Mena. Il coupe ses pensées, suggérant de garder cette explication pour plus tard. Mena, avec des doutes, veut savoir quelle était la récompense. Quel genre d'équipement a-t-il obtenu en battant Hermès? FR. Le protagoniste jette la canette vide à la poubelle et lui dit d'attendre, échappant ainsi à l'interrogatoire. Yoshito est intrigué de ne pas pouvoir ouvrir une fenêtre. Mena précise qu'il ne peut pas vérifier son statut, c'est seulement possible dans la tour. FR, mais elle n'existe plus. Elle explique comme à un enfant, ajoutant qu'une fenêtre ne s'ouvre que lorsqu'un challenger est dans la tour. Les pouvoirs des challengers sont limités à la tour et ne fonctionnent pas à l'extérieur. C'est ça. FR. Puis il réalise qu'il se trouve sur le terrain de l'ancienne tour d'Hermès. En regardant autour de lui,
il se dit qu'il ne s'habituera jamais à l'étrange sensation et à l'énergie d'un tel endroit. Il ouvre la fenêtre pour accéder à son panneau, et ça s'ouvre. FR. Il révèle enfin l'objet de sa victoire, un magnifique falsameno. Désireux de récupérer sa récompense, il touche l'image de l'épée à l'écran. Le panneau émet une lumière éclatante, éblouissant tout le monde un instant. FR. Bouillonnant d'excitation pour son nouveau prix, Yoshito ressent le pouvoir du falsameno qui matérialise son énergie dans ses mains. Il tient fièrement sa nouvelle épée, d'un rouge éclatant, une arme vraiment unique, jamais vue auparavant. FR. Les filles parlent de la récompense pendant que Yoshito admire l'épée falsameno qu'il a gagnée. Il tranche l'air pour tester sa légèreté et sa flexibilité, pensant déjà à sa prochaine mission dans la tour. Les deux filles l'observent, puis Maina a une idée brillante et l'appelle. FR. Elle propose de former une équipe la prochaine fois. Yuri s'excite et crie qu'elle veut aussi en faire partie, sautant autour d'eux. Il la regarde comme une gamine capricieuse. Se reprenant, elle demande si elle peut participer. FR. Yoshito sourit en voyant sa réaction et confirme qu'elle peut bien sûr. Après tout, ils sont amis. Ils célèbrent d'avoir enfin réussi. Yoshito regarde Maina, perplexe. Elle se penche vers lui et demande avec excitation quelle est la prochaine tour à visiter. FR. Suggérant quelque chose d'équivalent à Hermès, elle affiche un sourire sadique et propose une idée plus audacieuse, une plus grande tour magique. Il suggère alors de défier Zeus. Le jeune homme y réfléchit, et ils écoutent son raisonnement. Après Hermès, il a un endroit en tête où il veut aller tout de suite. FR. Avec de grandes attentes, Yuri demande où, et le jeune homme répond étonnamment Tokyo, à l'agence de gestion des challengers. Les filles sont déçues, et Maina se demande pourquoi ne pas aller à une tour magique. Le garçon explique que l'agence achète des pierres magiques et d'autres objets à un meilleur prix que les stands de la tour. FR. Son plan est d'y aller pour échanger ces objets contre de l'argent, car il a acheté la résurrection infinie et est maintenant fauché. Maina et Yuri le regardent avec pitié. Le siège de l'agence gouvernementale surplombe la ville. FR. Dans la salle de contrôle, des panneaux affichent les mises à jour des tours et les armes, objets et pierres échangés à un prix juste. Les stands de la tour sont sujets au vol, contrairement à l'agence. FR. Comme le marché est juste à côté du bâtiment, il n'y a aucune restriction sur les pouvoirs des challengers. En battant Hermès, on gagne des armes uniques et des pierres magiques. Yoshito regarde autour et pense qu'il va faire beaucoup d'argent. Leclerc l'accueille et lui demande s'il veut échanger ses objets. FR. Après le choc, Leclerc continue la procédure d'échange. Les mains tremblantes, il se dit que ses dettes sont enfin terminées. En s'éloignant avec un gros pactole, il se sent riche. Yoshito s'approche des filles, pensant à comment dépenser cet argent. Yuri lui conseille de ne pas être imprudent. FR. Mana l'intimide en lui disant de ne pas tout dépenser et de ne pas retomber dans les dettes. Le jeune homme, mal à l'aise, acquiesce. En traversant l'endroit, il se retrouve face à une femme. Surpris, Yoshito l'écoute. Elle a entendu qu'il était là et a décidé de le chercher. FR. Il se regarde un instant. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi elle veut lui parler. La femme se présente, Rido Fuyun, la responsable de l'agence. Elle s'approche et demande un moment avec le conquérant de la tour d'Hermès, en mentionnant son nom complet, prouvant qu'elle sait qui il est. FR. Le jeune homme trouve ce visage familier. Parmi les membres de la direction qui rassemble les challengers, elle est la plus forte. Elle a été recrutée après avoir conquis 3 tours magiques seules. FR. Devenue une star, elle apparaît dans les campagnes et pubs de l'agence diffusée en ville. Rido le fixe, attendant une réponse. Il lui demande ce que la présidente veut. Elle lève la main et dit qu'elle veut d'abord tout savoir sur sa conquête de la tour magique d'Hermès. FR. Yoshito l'écoute attentivement, mais avec méfiance. Elle ajoute qu'elle veut tester le vrai pouvoir du nouveau conquérant. Les 4 avancent dans les couloirs. Le jeune homme commence à raconter ce qui s'est passé, et Mana pense qu'il serait bon d'informer les autres challengers des pièges. FR. Rido remercie le garçon pour ses révélations et dit qu'ils informeront les familles des décès du challenger Nojishi et de son équipe. Son regard devient mélancolique, et elle ajoute que perdre la vie dans les tours est courant, c'est évident. FR. Puis elle dit que ça fait mal d'une certaine manière. Yoshito soupire et se mord les lèvres en repensant aux tragédies vécues. Il conclut qu'ils se sont dit jusqu'à présent qu'ils ne pouvaient rien y faire. Soudain, ses yeux se remplissent de larmes, et il admet que oui, c'est vraiment douloureux. FR. Marchant lentement, il se dit avec soulagement que c'est bon de penser ainsi. Ils entrent dans la salle d'entraînement de l'agence, et le trio regarde la femme manipuler le panneau, une épée apparaissant dans les mains du jeune homme. FR. En regardant l'arme, le jeune homme demande si c'est vraiment une épée, car elle semble émoussée. Rido dit que c'est pour l'entraînement. Prêt à commencer, elle assure qu'il peut s'en occuper sans souci. FR. Frappe son épée au sol, Rido le défie et lui propose de se battre pour qu'il comprenne le vrai pouvoir d'un dominateur, une des responsabilités du chef de l'agence.
Yoshito répond que c'est une offre qu'il ne peut refuser. Mana, excité, dit à la chef de se battre avec énergie. Fr. Le jeune homme se prépare, prend sa position et dit qu'il va le prendre très au sérieux. Rido demande s'il est prêt, et Yoshito acquiesce en silence, la fixant. Fr. Le jeune homme pense que son adversaire est le légendaire chef de l'agence, mais il se croit plus fort qu'elle ne l'imagine après avoir battu un boss. Fr. Prenant position, elle annonce le début du combat. Avant même d'avoir fini, elle disparaît de la vue du jeune homme à la vitesse de la lumière. Soudain, elle réapparaît devant lui, prête à frapper. Yoshito sursaute, mais réussit à esquiver en serrant les dents de colère. Fr. Rido attaque sans relâche, chargeant à une vitesse incroyable, piégeant le jeune homme entre ses nombreux coups. Il les bloque difficilement. En réussissant à se libérer, il donne tout, mais elle réagit vite, et il commence à avoir froid dans le dos en voyant cette montée d'énergie. Fr. Elle vole au-dessus de lui et il se baisse pour éviter d'être transpercé. Yoshito tente de suivre ses mouvements du coin de l'œil, mais elle génère une micro-explosion. Épuisé, il comprend que ce pouvoir est d'un autre niveau. Se remémorant tout ce qu'il a traversé, il conclut qu'il a continué même dans les pires situations, même après être mort encore et encore, donc il n'a pas à se sentir inférieur en se comparant à elle. Surprise, Rudy ralentit ses mouvements, mais Yoshito ne recule pas et charge avec son épée, frappant rapidement, mais elle esquive comme une ninja, se jetant en arrière. Le jeune homme n'en revient pas, elle contre-attaque avec encore plus de force. Son épée brille comme le soleil, ses dents claquent de nerfs, Rudy admet qu'elle ne s'y attendait pas. Il reprend son calme et lui balance la vérité, disant que si elle était un monstre, elle aurait pu esquiver cette attaque sans problème. Elle bloque son cou avec son épée, puis lui enfonce son arme de toutes ses forces, tandis que le jeune homme dit que sans son hésitation, ça aurait été un combat à sens unique. Rudy manœuvre habilement son arme en évitant Yoshito. Il tente de conclure son analyse, notant que son adversaire l'a sous-estimé, pensant qu'il ne se défendrait pas, d'où son hésitation. Pourtant, il ne voit pas cela comme de la générosité, car Rudy ne comprend toujours pas son style de combat, ce qu'il a figé instinctivement. Avec des yeux bleus, il dit avoir profité de l'ouverture, admettant qu'il a une résurrection infinie, ce qui le rend supérieur. Il se prépare à attaquer à nouveau. Rudy l'écoute en silence, bloquant ses coups et s'excusant pour l'injustice. Yoshito dit que s'il ne fait pas ça, il n'y a pas d'autre moyen de gagner. La femme le fixe avec colère. Elle recule encore, esquivant un coup. Elle pense avoir entendu parler de la résurrection infinie, et c'est maintenant qu'il peut revenir d'entre les morts. Elle l'étudie de près pour suivre ses mouvements. Le garçon dégage une lueur rougeâtre, et Rudy réalise que c'est une capacité terrifiante. Elle le touche près du visage et dit que ça ne se reproduira pas. Le jeune homme admet que le coup a fait mal, leurs regards se croisent et ses yeux verts brillent de fureur. Sournoisement, elle évite encore son épée. Yoshito se moque, disant qu'à côté de mourir, ça ne fait pas si mal. Rudy lève son épée, prête pour le duel, souriante. Elle dit qu'elle comprend son pouvoir et admet sa défaite. Soudain, Yoshito se jette au sol. La chef est perplexe. Il commence à parler avec peine, épuisé et blessé. Il dit qu'il se fiche de qui a gagné ou perdu, car il a besoin d'un médecin. Puis il s'évanouit devant elle, et les filles Yuri et Mana accourent. Soudain, il se relève comme si de rien n'était, disant qu'il a failli mourir. Rudy le fixe, disant qu'il n'est pas mort et qu'il essaie d'expliquer que ce n'est pas le sujet. Déçu, il abandonne l'explication et demande s'il peut partir. La chef refuse et lui dit qu'ils doivent avoir une conversation importante. Le jeune homme ne comprend pas, et elle explique avoir remarqué que son pouvoir dépasse la moyenne, ce qui l'amène à lui faire une demande spéciale. Ses amis sont impressionnés et Mana peine à y croire, car la récompense d'une demande d'elle est la plus élevée. Rudy précise que la récompense peut être en espèces et qu'elle sera sûrement satisfaisante. Le jeune homme hésite, reconnaissant, mais veut connaître les détails de la demande. La chef explique qu'il y a quelques heures, l'agence a détecté l'ouverture d'une nouvelle tour. La sécurité de l'entreprise garde l'entrée fermée. Elle propose que le jeune homme soit le premier à y entrer pour recueillir des infos précieuses. La tour s'appelle Perséphone, et une enquête préliminaire est en cours, mais c'est une demande qu'elle ne peut faire qu'à lui. La responsable du département confie à Yoshito la mission d'enquêter sur la tour de Perséphone, une tâche qu'il est le seul à pouvoir accomplir. Yoshito demande si quelqu'un du département n'enquêterait pas sur la nouvelle tour. Rido Fuyun répond qu'ils ont déjà envoyé des challengers, ce qui surprend Yoshito. 2 groupes sont partis,
Et parmi les 10, aucun n'est revenu. Yuri demande si personne n'est revenu, choqué. Mana répond qu'il est impossible qu'aucun n'ait réussi. La chef partage son avis. Cependant, tous les challengers assignés à l'enquête ont été retrouvés morts à l'entrée de la tour, montrant des signes de tentative de fuite, mais ils ont manqué de force. Cela touche Yoshito, qui demande si l'entrée est censée être sûre. Fuyun confirme que c'est censé être un espace protégé où les monstres ne devraient pas apparaître. De plus, les corps ne montrent pas de blessures de bêtes, donc ils ignorent toujours ce qui les a abattus. La chef de l'agence dit qu'à la réception du rapport, elle a seulement demandé la récupération des corps. La scène montrant l'intérieur de la tour magique, elle conclut qu'ils ne savent pas ce qui est arrivé aux challengers. Ils savent juste que les groupes n'ont pas franchi l'entrée, et c'est la réalité de la tour de Perséphone. Yoshito a la mission d'enquêter grâce à son pouvoir de résurrection infinie. Fuyun demande au garçon de comprendre qu'elle ne l'utilise pas comme un objet, mais elle ne peut pas laisser d'autres membres du département mourir face au protagoniste. Elle lui demande s'il accepte la mission. Yoshito la regarde dans les yeux, soupire résigné et accepte d'enquêter sur la tour. Un nouveau jour amène le garçon à la tour magique de Perséphone. Yoshito observe la zone sécurisée du premier étage, respire profondément et se concentre. Le héros décide de commencer son enquête sur les challengers du département. Avant de faire quoi que ce soit, il se souvient de Yuri en pleurs, inquiète pour lui, tandis que Mana tient la fille. Le garçon sort son épée et commence sa tâche, sachant qu'il compte sur lui. Un bruit étrange retentit au bout du couloir. À travers le brouillard, une horde de squelettes armés apparaît, marchant vers Yoshito. Ils avancent de plus en plus vite et attaquent le garçon. Mais le protagoniste les abat d'un coup d'épée. Sa nouvelle épée est légère et facile à manier. Excité, il se prépare à la tester davantage. Mais soudain, un bruit le fige. Il lève les yeux, cherchant l'origine du son. Une rafale de vent le force à se protéger. Il tente de repousser le nuage de fumée, mais une alerte rouge s'affiche. Il l'observe attentivement. C'est alors que Yoshito découvre ce qui a vaincu les challengers avant lui. Sur l'écran rouge, il lit que la malédiction de Perséphone est activée et qu'il ne lui reste que quelques minutes à vivre. Il se demande comment cela a été déclenché. Toujours dans le brouillard, Yoshito dit que l'agence a bien fait de l'envoyer en mission. Des challengers normaux auraient paniqué en voyant ça. Si quelqu'un sort de la tour magique, la condition anormale est annulée. Ceux touchés par la malédiction ont dû courir vers la sortie. Même s'ils avaient atteint la zone sécurisée, la malédiction s'est déclenchée à un pas de la sortie. Cela explique l'absence de blessures sur les corps, car ils ont perdu la vie à cause d'une condition anormale. Le protagoniste observe la fumée qui se répand, mais il n'a pas peur. Il est prêt à tout. Après qu'il lui ait lancé la malédiction, la mission était accomplie. Selon lui, il ne devrait pas le sous-estimer. Il ne lui reste que 18 secondes à vivre, et la malédiction va être inversée. Le jeune homme sourit, son corps est mieux que jamais. Il décide de suivre le brouillard. Ses yeux restent alertes, scrutant autour de lui, se demandant s'il doit le faire. La malédiction revient, et si ça continue, aucun challenger ne pourra conquérir la tour. Le brouillard s'épaissit. Il observe attentivement l'endroit. Cela doit être la source de la malédiction. Du coin de l'œil, il aperçoit quelque chose, une énergie aspirant tout autour. Takamichi l'observe avec curiosité. Soudain, une créature ombre apparaît, survolant la zone. C'est le gardien de la porte maudite. La créature semble vraiment en colère. Le protagoniste se prépare à attaquer. Le gardien gronde et concentre son pouvoir. Le brouillard violet envahit son corps. Le garçon panique, mais la créature continue, son pouvoir tourbillonnant. Terrifiant. Le monstre crie quelque chose, et Takamichi comprend. Ce gardien contrôle tout l'endroit. Même les malédictions s'accumulent, assoiffées de vie. Soudain, des squelettes se précipitent vers lui. On dirait que le gardien a appelé d'autres monstres, encerclant le jeune homme avec son épée. Il se défend, mais un coup le touche. Éreinté et blessé, il ressent la douleur et tombe au sol. Il a perdu la vie encore une fois. La créature gronde, comme si elle se moquait de lui, et en reprenant conscience, il demande ce qui est si drôle. Son état est rétabli. Quelle honte pour les monstres. La malédiction de la tour n'est rien. Juste la meilleure potion de vie pour le protagoniste. Avec son épée et sa détermination, il découpe le gardien, mais quelque chose semble différent. Tout à coup, la source de la malédiction a disparu. Les challengers perdaient la vie à cause d'une condition anormale liée à la malédiction. Redo Fuyun n'aurait jamais cru qu'une telle chose existait et demande s'il y a un moyen de la contenir. Confiant, le protagoniste répond oui et lui lance quelque chose. Le chef prend le flacon et l'examine. Après que Takamichi ait vaincu le monstre de la source, l'eau a été purifiée. L'eau bénite de Perséphone enlève les malédictions et permet aux challengers ordinaires d'avancer. Il a aussi inspecté le 3e étage et a compris que chaque étage a sa propre source de malédiction. Pour avancer, il faut monter un étage à la fois, le purifier et obtenir l'eau bénite. La femme sourit, satisfaite,
et le remercie pour son rapport. La tour peut maintenant être rouverte. Maintenant, il marche la tête baissée, serrant sa mallette en pensant à l'énorme somme d'argent qu'il a. Se sentant étrange, il ne sait pas quoi en faire. Quelques jours passent, et il a remboursé sa dette en achetant Infinite Résurrection. Mais même après ça, il avait encore beaucoup d'argent, alors il va dans un magasin de luxe. Maintenant, il porte des vêtements chers et stylés. En soupirant, il lève les yeux vers le ciel bleu, se sentant différent. Mais la voix de Mana le sort de ses... Les filles parlent de la réouverture de la tour et pensent à inviter Yoshito à la défier. En entendant leur voix, il panique et se retourne pour s'éloigner sans être reconnu. Les filles passent sans le voir, et il pousse un soupir de soulagement. Mais Mana ressent quelque chose d'étrange et se retourne. Cet homme de dos lui rappelle quelqu'un. Elle s'approche pour mieux voir, et elle panique en réalisant qui c'est. Elle appelle Yoshito, et le garçon lui demande si elle devait vraiment faire cette tête dégoûtée. Il dit qu'il a gagné beaucoup d'argent récemment et ne sait pas sur quoi le dépenser. Yuri dit qu'il a l'air plutôt cool. Mana change de sujet pour qu'il ne parle plus de cette tenue ridicule et l'invite à défier la tour de Perséphone. Mais le garçon demande pourquoi elle tient tant à y aller, puisque c'est dangereux. Elle répond que les pierres se vendent cher et que tous les challengers expérimentés s'y rendent. Yuri dit qu'ils ont gravi environ 10 étages en quelques jours. Mana trouve injuste qu'il ait tant d'argent et qu'il ne les aide pas à en obtenir. Amoureuse, la jeune Yuri dit qu'elle peut aller n'importe où, tant qu'elle est avec Yoshito. Le garçon y réfléchit, car ils n'ont qu'à apporter de l'eau bénite pour ne pas risquer leur vie, et ils décident d'affronter Perséphone. Puis le squelette comprend que c'est la fin. Takamichi, niveau 16, le regarde avec mépris. Ses amis l'applaudissent, car il est beaucoup plus fort. Il dit qu'après avoir éliminé tant de créatures, son niveau doit être plus élevé. Cela ne change pas ses stats, mais si son niveau était bas, les gens se poseraient des questions, donc mieux vaut l'augmenter un peu. L'effet de l'eau bénite va bientôt s'estomper, donc il vaut mieux la boire. Il crie à Yuri et Mana de partir, mais le monstre est rapide et attaque Yuri, l'emportant. Dans un élan de désespoir, son ami crie son nom et le flacon d'eau bénite tombe. Le squelette s'éloigne avec elle, maintenant sous son contrôle. La créature lui inflige même des blessures. Pour aggraver les choses, le brouillard envahit l'endroit. Curieuse, Yuri suit la nouvelle alerte. La fille est maudite avec seulement 120 secondes à vivre. C'est le pouvoir du monstre, elle ne pourra plus boire l'eau bénite. Furieuse, son amie charge vers lui, prête à l'attaquer pour la sauver. Mais la créature stoppe son élan. La fille, ne comprenant pas, est projetée en arrière par la force. Yuri appelle désespérément Takamichi et lui ordonne de se replier immédiatement. Maintenant, c'est lui qui va s'en occuper. Son épée frappe celle de la créature, déterminée à en finir. Son expression est féroce, presque démoniaque. La créature est aussi irritée. Le combat s'intensifie, et le protagoniste ne comprend pas pourquoi. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à toucher la créature, qui semble plus puissante que prévu. Elle se dirige à nouveau vers eux, et le guerrier se demande pourquoi, car le monstre se défend. Ruder attaque Mena, disant qu'ils doivent se dépêcher, car moins de 90 secondes restent avant que Yuri ne perde la vie. La jeune fille crie à l'aide, la créature aux yeux rouges est à ses côtés. Effrayante, elle rit même. Elle semble plus forte et imposante. C'est le purificateur d'âme. Tout à coup, Takamichi comprend. Cette chose attend que l'effet de l'eau bénite s'estompe pour attaquer, comptant sur la peur des challengers. Le purificateur ne doit pas le sous-estimer. Avec fureur, il charge vers le monstre, furieux d'être sous-estimé. Il se jette sur la créature. Maintenant, ils sont face à face. Le monstre devient alerte, curieux. Le garçon garde une posture ferme et défiant. Il bondit vers la bête, mais celle-ci recule, fuyant le combat. Mena et Yoshito décident de la poursuivre et commencent à courir à pleine vitesse. Soudain, quelque chose attire leur attention. La créature est à l'arrière avec Yuri, et devant, il y a d'innombrables morts-vivants. Le purificateur ordonne à ses serviteurs d'attaquer. Le protagoniste réalise qu'ils ont été attirés là et demande à Mena si elle a peur. Elle esquisse un sourire, comme si elle pouvait la... Elle attaque avec une arme, ses frappes si précises fendent les corps de la créature. Le meilleur, c'est qu'elle s'échauffe encore en souriant. Le guerrier lui demande si elle peut tenir le rythme.
Avec détermination, elle répond oui. Il se lance à fond vers la bête. Maintenant, pour pimenter les choses, les squelettes lancent des lances sur les deux jeunes combattants. Mena s'inquiète et, avec son ami, elle fait de son mieux pour éviter les attaques. Takamichi lui demande si ça va, et elle répond que oui. Il reste moins de 60 secondes avant que la malédiction de Yuri ne s'active. Le protagoniste utilise tout son pouvoir pour dégager un chemin rapidement. Plusieurs créatures sont détruites. Il les fixe avec détermination et remarque soudain un objet tombé, la rancœur des morts. Avec un sourire, le protagoniste dit que c'est une blague qu'un objet aussi inutile existe. Personne de sensé ne l'équiperait, mais Takamichi, peu raisonnable, décide de le mettre comme bague. L'objet brille à son doigt. Mais l'effet de la bague sera converti, lui permettant de se régénérer complètement toutes les 5 secondes. Il n'a plus à se soucier de se défendre. Les squelettes sont détruits, et le protagoniste atteint le boss, prêt à anéantir son espèce. Ses yeux et son épée brillent d'excitation. Il va montrer l'attaque spéciale de FAS et Emos, une fureur de 7 coups. Chaque coup augmente sa puissance. Si un coup est interrompu, la compétence échoue. Le purificateur commence à paniquer face à la situation. FR. Tout à coup, Takamichi-san ressent une douleur intense. Inquiète, Yuri crie son nom. Le garçon l'observe. Son corps se raidit et ses vêtements se déchirent. Il frappe le monstre de toutes ses forces. Il se régénère complètement toutes les 5 secondes. FR. À cet instant, la créature réalise qu'elle n'a aucune chance. Ils se battent intensément. Le garçon charge rapidement vers elle, et la créature ne reste pas en arrière, même si elle défend surtout. Soudain, c'est encore la fin pour Takamichi, qui va revivre l'inversion grâce à sa bague. FR. La bataille s'intensifie, et le monstre comprend que c'est sa fin. Pour son ultime attaque, le guerrier se prépare à utiliser son coup le plus puissant. Une énorme explosion inonde alors les lieux. FR. Une immense explosion de lumière éclate, faisant crier le monstre qui se brise. Shiramaki Tum, inconscient. Juste avant de toucher le sol, le protagoniste arrive et la rattrape dans ses bras. La jeune femme se réveille, surprise. FR. Souriante, Yoshido est soulagé de voir qu'elle n'est pas blessée, tandis que la fille courageuse le remercie. Mana arrive et dit qu'ils doivent se rappeler la malédiction. La fille lui tend une fiole de potion, disant que tout ira bien si elle l'utilise. FR. Surpris, la blonde dit que la créature a attendu que l'effet de l'eau bénite s'estompe. Des écrans rouges apparaissent, attirant l'attention de notre garçon, qui s'inquiète et se demande combien de temps la bague va durer. FR. On découvre que la bague, une fois équipée, inflige un effet de mort toutes les 5 secondes. Surpris, Yoshido voit la pierre rouge se fissurer, libérant une brume violette. Il prie pour qu'elle n'explose pas et, ne voulant pas tenter le sort, essaie de l'enlever, mais elle ne bouge pas. FR. Une forte lumière émane de la pierre rouge, faisant perler la sueur froide sur le front de notre garçon. Soudain, un message apparaît. Le rang des corps a atteint son maximum et la bague sera transformée en bague putride. FR. La blonde demande ce qui s'est passé. Le protagoniste explique qu'il s'est passé quelque chose d'étrange avec l'objet, mais comme ça n'a pas d'effet, il va retirer la bague. Se tournant vers les filles, Yoshido demande quelle est la prochaine étape. FR. En réfléchissant, Mana dit que Yuri a eu une grosse frayeur, donc mieux vaut ramasser les pierres magiques et rentrer. La fille aux cheveux noirs s'excuse, mais son ami lui dit de se détendre. Déterminée, Shiromachi dit qu'elle fera de son mieux pour collecter les Magic Stones, et quelques minutes plus tard, on voit qu'elle tient vraiment sa promesse. Mais après quelques heures, le duo est déjà épuisé. On apprend que la conquête de Perséphone s'est poursuivie sans problème majeur, et à cause du grand nombre de challengers, les étages supérieurs ont été nettoyés. En une semaine, on a rapporté que la boss room avait été trouvée au 30e étage. On se retrouve au département de gestion. Soudain, une conversation attire son attention. Un gars demande à un autre s'il a entendu parler de la boss room. Elle est scellée, empêchant tout challenger d'entrer. Quelqu'un d'autre arrive et s'excuse auprès de Yoshito pour l'attente. Ce sont les deux amis. Le protagoniste demande alors si elle sait déjà comment entrer. Souriante, la fille dit que quelqu'un qu'elle connaît a trouvé un indice au dernier étage, laissant notre garçon bouche bée. En parlant doucement, la challenger blonde dit que l'indice est une courte phrase qui dit qu'en... Intrigué, le gars demande ce que ça veut dire. Encore plus confus, la fille aux yeux roses dit qu'elle n'en a aucune idée, essayant d'apporter un peu d'espoir. Yuri dit qu'elle a aussi reçu des informations, puis révèle qu'apparemment, beaucoup de gens dans la... Mana demande si Takamichi a toujours sa pomme. Alors que le protagoniste ouvre son inventaire, la challenger brune dit qu'elle pense qu'on ne... C'est pourquoi certaines personnes pensent que l'objet pourrait être la clé, pensant que notre garçon dit qu'après avoir tué un tas de petits poissons, il n'a pas pu obtenir une autre bague, se rappelant ensuite la phrase mentionnée par son allié. La fille aux cheveux noirs dit alors qu'apparemment, même après... Ayant tout mis ensemble, Yoshito commence à marcher, disant sans se retourner qu'ils doivent aller voir Perséphone, car probablement seule sa bague pourra ouvrir la boss room, car c'est une clé magique. Après quelques minutes,
le trio atteint rapidement. Dans sa tête, notre garçon se demande ce qu'il fera s'il a tort, car la dernière chose qu'il veut, c'est de passer pour un idiot devant les filles. Curieuse, Yuri décide de demander pourquoi le protagoniste, expliquant, le gars dit qu'après que l'effet mortel de la bague ait atteint sa limite, l'objet s'est transformé en un autre, en criant. La challenger brune demande ce qu'il veut dire. Il a activé l'effet mortel de l'accessoire, puis se rappelle que le gars a la Yoshito dit que le plus important est que la bague n'a plus aucun effet après s'être transformée, ce qui est plutôt suspect, car il n'y a aucune raison évidente pour que cela se soit produit, et c'est là que l'indice, car pour lui, la phrase signifie qu'il fallait déclencher l'effet mortel plusieurs fois, jusqu'à ce que la bague. Les deux filles s'excitent à l'explication, étant modeste, le protagoniste dit qu'il a découvert tout ça par accident, tout en pensant, en même temps qu'il devient gêné, qu'il a trop parlé, mais maintenant, tout ce qu'il peut faire, c'est compter sur la bague dans sa main et prier pour ne pas devenir une blague. Avant que notre garçon n'essaie d'ouvrir la porte avec la bague, Mana essaie de l'ouvrir. Après quelques minutes d'essai, elle dit que c'est vraiment impossible. Donc maintenant, c'est au tour de Takamichi de faire sa part. S'approchant de la porte, le protagoniste essaie d'avoir foi en sa propre prédiction et, étendant la main, mais rien ne se passe, et un silence gênant remplit l'espace. Voulant mourir, le gars pense qu'il avait vraiment tort, tandis que ses alliés disent que peut-être. Soudain, la pierre bleue de la bague commence à briller, tout comme la porte de la boss room. Comme par magie, le passage s'ouvre, laissant le protagoniste. Il réalise qu'il était si concentré sur l'ouverture de la porte qu'il a fini par oublier qu'il devra maintenant combattre le boss. Un boss qui est au 30e étage, ce qui signifie qu'il doit être plus fort que ceux qu'ils ont battus dans la tour d'Hermès. Inquiet, Yoshito se retourne et dit qu'ils doivent se regrouper. Le monstre tend la main, puis attrape notre garçon, et il est traîné dans la pièce, laissant les filles paniquer. À l'intérieur, le gars est projeté en l'air mais parvient à atterrir au sol sans se détruire complètement, tout en criant et en transpirant à grosses gouttes, disant à ses alliés de ne pas entrer. Soudain, la porte se ferme et un cercle de lumière. Se relevant, Takamichi comprend qu'une fois à l'intérieur, on voit qu'en face de lui, un grand tourbillon de lumière bleue libère une épaisse brume, jusqu'à ce qu'un pied monstrueux commence à sortir du portail. Et après quelques instants, le boss se tient devant le trio qui le fixe, prêt à combattre le monstre, avec un visage cadavérique et un œil rouge, qui frappe son bâton au sol, provoquant une énorme explosion de lumière, et après avoir plongé dans l'âme des challengers, il pousse un rugissement terrifiant. Soulevant un vent, Yoshito dit qu'apparemment, il n'a pas d'autre choix que de prendre la responsabilité d'avoir ouvert la porte. L'ancien prêtre des os continue de fixer le trio, puis dit quelque chose dans une autre langue. Soudain, pour aggraver les choses, des squelettes commencent à sortir des flammes, se rassemblant comme une armée prête à aider leur maître. Pensant, notre garçon dit que, comme ça, ils seront en énorme désavantage. Sans hésiter, Yoshito charge l'ancien, déterminé à ignorer les soldats, car ce qui compte, c'est de tuer le principal. Notre garçon parvient à porter un coup, mais à sa surprise, son épée ne touche que le bouclier du monstre. Nerveux, le protagoniste pense que son adversaire a une défense parfaite. Soudain, l'un des squelettes apparaît derrière lui, prêt à attaquer, et parce qu'il est concentré sur l'ennemi devant lui, il finit par recevoir une coupure, le faisant cracher du jus de fraise. Notre garçon se demande comment c'est même possible. Un message apparaît, avertissant qu'il est mort, et qu'en guise de pénalité, un malus de 40 en défense sera appliqué. Mais grâce à la compétence d'un revenant d'entre les morts, Takamichi frappe le squelette, qui parvient à bloquer en utilisant toute sa force pour résister. Le protagoniste dit que même s'ils ne sont qu'un tas d'os, le poids de leurs attaques et la vitesse de la créature sont un. On voit que le protagoniste est sur le point d'être battu à nouveau, car il combat plusieurs squelettes, pas juste un, montrant qu'ils sont aussi malins. Les monstres attrapent les bras du gars, le maintenant complètement immobilisé juste après que le prêtre des os décide de s'approcher. Soudain, quelque chose attire l'attention du boss, et il se tourne pour regarder. Pensant, notre garçon se demande ce qui se passe, et découvre rapidement que c'est Yuri et Mana. Avec son arme, la challenger aux cheveux sombres libère son pouvoir. Heureuse, la fille crie qu'elles l'ont fait, mais rapidement, l'expression de son visage change, car les squelettes sont toujours debout, trempés mais debout. Sakia essaie d'empêcher le tas d'os de s'approcher. Entouré, le protagoniste ordonne aux squelettes qui le tiennent de se dégager, montrant qu'il est extrêmement inquiet pour ses alliés. Malheureusement pour lui, l'ancien n'est pas vraiment d'humeur à le laisser s'échapper, et en frappant son bâton au sol, il laisse Takami. Dans une douleur atroce, le protagoniste commence à crier, tout en fixant le boss, qui semble s'amuser. Les squelettes continuent de tenir le gars pour que leur maître. Notre garçon crie à nouveau, et maintenant, sans un bras et sans une jambe, il supplie la créature d'arrêter, mais malheureusement, ses supplications ne sont pas entendues. Tout ce qu'on voit, c'est du jus de fraise qui vole pas. Dans une flaque de ses propres fluides, le protagoniste encore vivant regarde l'ancien,
puis dit qu'il vient de subir un traumatisme au bâton. Yoshito meurt une seconde fois, laissant le boss aux anges. Après un moment, le gars ouvre les yeux, et se souvient. Pour aggraver les choses, son esprit recommence à rejouer les moments où il a été attaqué. Et même si ses bras sont de retour à leur place maintenant, notre garçon ne peut pas s'empêcher de trembler, tandis qu'il cache son visage avec ses deux mains, puis laisse échapper un cri terrifiant. En fixant l'écran, le jeune se dit que s'il ne revient pas, personne ne pourra sauver Yuri et Mana. Il doit donc se ressaisir et ressusciter pour vaincre le prêtre squelette. En panique, il se dit qu'il n'a pas le temps de s'effondrer et c'est exact. Le problème, c'est qu'il ne peut pas s'arrêter de trembler, prêt à retourner au combat. Takamichi pense qu'il vaut mieux changer d'endroit pour sa résurrection. Une fois le processus terminé, il réapparaît derrière le boss. Notre garçon décide d'attirer l'attention de la créature, mais en se souvenant de ses yeux rouges, sa main recommence à trembler sans arrêt, face à l'armée de squelettes. Le protagoniste se met une main sur le visage et dit que c'est pathétique de ne même pas pouvoir bouger, mais en voyant que le pire s'annonce pour ses alliés, une fureur envahit son corps, tandis que le boss le fixe. Soudain, une explosion retentit, juste dans le cercle rouge qui scellait la porte. En se retournant, il voit un homme avec une énorme épée sortir du trou, se dirigeant vers le prêtre. L'inconnu dit qu'il a entendu dire que personne ne pouvait ouvrir la porte. Alors Une fois la poussière retombée, l'homme observe la situation autour de lui, jusqu'à ce qu'il voit le protagoniste pleurer de terreur, se grattant le cou. Il dit que visiblement, le trio ne passe pas la meilleure journée. Soudain, deux squelettes se précipitent. Après avoir fini les créatures, il dit qu'il va donner un coup de main au garçon. Alors il devrait se détendre, car il se tient devant le roi des dominants, Kogura Okiyomi, celui qui ne laissera personne mourir ici. On apprend que le titre de roi dominant est attribué à ceux qui ont conquis des tours magiques de plus de 100 étages. C'est pourquoi il y a très peu de challengers à ce niveau. Faisant tourner son épée, l'homme dit qu'il devrait laisser les discussions pour plus tard, car il est temps de dominer cet endroit avec des flammes. Le feu éclate de partout, accompagné. Les squelettes commencent à crier en sentant le feu s'attaquer à leurs os, la bouche grande ouverte. Yoshito dit que c'est incroyable. Une autre explosion se produit, mettant le prêtre dans une mauvaise posture. Utilisant son pouvoir, la créature le boss active son bouclier, tandis que le dominant porte un coup mortel, provoquant un choc de pouvoir. On comprend rapidement que le prêtre a pris le pire, avant qu'une... Notre garçon lève les bras pour se protéger des rafales, tandis que l'homme observe la situation avec un calme total. Soudain, la créature apparaît derrière lui, prête à attaquer, mais elle est... Avec le boss jeté au sol, le dominant se tourne vers le protagoniste et dit que le coup final lui revient. Confus, Takamichi reste. Kogura dit alors qu'il ne sait pas ce que le garçon a traversé là-dedans, mais il a l'air terrible. Alors il devrait saisir l'occasion de régler les choses une bonne fois pour toutes, pour ne pas emporter ce sentiment avec lui en partant, tout en transpirant à grosses gouttes. Les yeux du boss s'écarquillent et il décide d'attaquer une fois de plus pour ne pas mourir. Mais le protagoniste est plus rapide, et en balançant sa lame, il dit que grâce à lui, il se sent prêt à se battre à nouveau. Le dominant observe la scène avec fierté, puis demande si cela... En se retournant, notre garçon dit que oui. En posant une main sur l'épaule du garçon, Okiyomi dit qu'il peut enfin féliciter le dominant de la tour de Perséphone. Nerveux, Yoshito demande à l'homme d'attendre. Après tout, il vient juste de finir le boss. Avec bienveillance, le dominant dit que la méthode n'a pas d'importance, car la récompense revient à celui qui a vaincu le boss. Le protagoniste dit que dans ce cas, il va tout remettre à l'homme, mais il dit qu'il n'acceptera pas. Sourire aux lèvres, Kagura regarde notre garçon heureux avec ses alliés, puis dit qu'il a beaucoup trop d'argent, et puisqu'il a aussi son fidèle écuyer, qui est son arme, il n'y a aucune raison de... Le trio regarde l'homme, surpris, et il dit que si le gamin veut le remercier, il devrait montrer l'arme unique qu'il vient d'obtenir, car il meurt d'envie de voir ce que c'est. Même un peu nerveux, le protagoniste acquiesce, tout en se plaignant du fait que l'arme unique est un bâton. Après avoir... De tous, les yeux de Yoshito s'écarquillent lorsqu'il réalise qu'il a maintenant l'Arcanum Aqua. Le dominant dit que c'est un bâton magique et demande si le gamin... Tenant l'arme, notre garçon dit qu'en fait non, donc le bâton devrait rester avec Yuri, qui est vraiment doué pour les sorts. Surprise, la fille ne peut rien dire. Le protagoniste demande ce qui ne va pas, expliquant, laissant notre garçon vraiment confus. Shiromachi dit alors qu'elle a parlé avec Yuri de la façon dont elles n'ont pu aider en rien. Pas seulement cette fois, mais aussi lors du combat contre le précédent boss, ce qui les a rendus rien d'autre qu'un fardeau pour le gamin. En désaccord, Takamichi dit que ce moment ne compte pas, car sans Kagura, il n'aurait pas pu les protéger. Entendre cela fait sourire Sakiya. Puis la fille demande s'il n'a toujours pas réalisé. En sueur froide, le protagoniste dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais il semble que ce soit trop tard, puisque la fille blonde dit que c'est exactement pourquoi elles vont devenir plus fortes. Confus, notre garçon demande ce que cela signifie.
Yuri dit alors qu'elles vont s'attaquer à des... En ajoutant, Mana dit qu'après être devenue plus forte, elles reviendront définitivement dans l'équipe. Déterminée, la Challenger brûle, mais il lui lance l'objet et dit qu'en fait, s'ils vont nettoyer des tours, c'est encore plus une raison pour elle de garder l'arme, car quiconque veut devenir plus fort devrait utiliser tout ce qu'il a à disposition. Même en voulant refuser, Shiramashi abandonne la... Soudain, un message apparaît, disant que le boss de la tour de Perséphone a été vaincu, et que la tour disparaîtra dans 10 secondes avant d'être téléportée. Le protagoniste dit qu'il retrouvera le duo plus tard, ailleurs. Assis, Yoshito dit que ce n'est pas vraiment ça, car il est vraiment triste de la situation. L'homme s'approche et appelle le gamin par son nom, ce qui le prend au dépourvu, expliquant, le Challenger dit qu'il a entendu les filles l'appeler ainsi, puis demande pourquoi le gamin ne vient pas avec lui, puis, en se retournant, le protagoniste demande si l'homme a besoin de lui pour quelque chose. En s'étirant, il dit qu'en fait, il a été convoqué par le chef du département de Tokyo. Mais normalement, il reste dans la région centrale. Donc, il s'est arrêté à Perséphone pour passer le temps avant la réunion, mais a fini par croiser le gamin là-dedans. En marchant, Takamichi demande pourquoi l'homme s'intéresse tant à quelqu'un comme lui, puisqu'il n'a même pas vu son pouvoir d'infinite résurrection. Se retournant, Okuyomi dit qu'il a entendu de Fuyun que le gamin était un dominateur prometteur de la nouvelle génération. Cette info prend le protagoniste au dépourvu. Choqué, il demande si le boss a vraiment dit ça, et en confirmant, l'homme dit qu'il a été surpris de le voir dans... Gêné, notre garçon dit qu'il est un gars ordinaire, puisqu'il n'a rien pu faire contre le prêtre. Lui donnant une petite poussée, le dominateur dit que dans... Puis il ajoute qu'après tout ça, il reste encore beaucoup de temps avant la réunion. Alors lui et Yoshito devraient aller faire du shopping pour se détendre, et ce sera bien sûr à ses frais, car d'abord, le gamin doit apprendre à dépenser. Notre garçon dit qu'il va apprendre la gestion financière auprès de l'un des rares rois dominants au Japon, ce qui l'excite énormément. Quelques heures de shopping plus tard, Takamichi et Kagura apparaissent avec leur nouveau look. Devant le chef de département, furieux, le protagoniste lui dit de ne pas demander ce qu'elle sait déjà. Confuse, la jeune femme dit qu'ils sont habillés de manière bizarre en regardant notre garçon le dominator. Il dit que même en étant quelqu'un avec beaucoup d'argent et de succès, puis la fille dit que même si c'est vrai, ses vêtements sont ridicules. En criant, Yoshito lui dit qu'elle n'a pas l'air intéressée par la mode et qu'elle doit porter des vêtements amples quand elle est seule chez elle. Après quelques secondes de silence, elle montre alors une photo d'elle où la légende dit que la tendance adoptée par le chef de département est maintenant parmi les 7 plus populaires. À genoux, notre garçon demande pardon, tandis que l'homme rit. Directement, Kagura demande à... La jeune femme dit qu'il n'y a qu'une seule raison, c'est que le département des Challengers de Tokyo s'apprête à mener une opération à grande échelle. Intrigué, le protagoniste demande de quel... Le chef de département dit que l'opération se déroulera dans le plus grand lot magique du Kanto, avec pour but de prendre la tour de Zeus. Puis l'homme dit qu'il s'y attendait, car dernièrement, le nombre de morts dans la conquête des étages supérieurs ne cesse d'augmenter, et le département... La femme dit que les récompenses restantes sur les étages supérieurs de Zeus seront distribuées à tous ceux impliqués dans l'opération, des unités de première ligne aux unités de soutien, et de plus, des volontaires seront assignés selon leur capacité, car le niveau de danger de la tour magique ne peut pas être comparé à celui des tours normales, et même avec le département à la tête, c'est pourquoi elle veut le dominator en première ligne, pour réduire les pertes. Après tout, c'est lui qui a conquis la grande tour magique d'Héphaïsto dans la région centrale. Baissant la tête, Kogura dit que si sa présence peut sauver des vies, il prêtera tout son pouvoir. Tout à coup, le dominator dit qu'il a une condition. Il aimerait emmener le garçon avec lui en première ligne aussi. Fuyun dit que ça va, laissant le protagoniste complètement terrifié. Sourire aux lèvres, l'homme dit qu'il compte sur lui. Nous sommes transportés à la tour magique de Proté. Tendant son bras, Okuyomi demande au protagoniste s'il est prêt à monter de niveau. Juste avant que cela n'arrive, on apprend que le chef de département a dit que le plan pour conquérir Zeus est toujours en cours. Sans hésiter, le dominator demande s'il y a une tour magique dans le coin qui soit bonne pour monter de niveau. Parce qu'avant d'emmener Takamichi en première ligne, il veut l'entraîner autant qu'il le peut. Notre garçon demande s'il a le choix, mais l'homme dit non. Confus, il demande. Kogura dit qu'il veut juste que le garçon devienne plus fort. Après tout, personne n'est plus adapté que lui. L'explication n'aide pas du tout le protagoniste. Puis Fuyun dit que si c'est... Parce que même sans trait spécial, elle a des monstres de haut niveau, plus une grande mine de pierres magiques, ce qui en fait un endroit assez populaire parmi les aventuriers. Le dominator dit que dans ce cas, c'est là qu'ils vont. Puis il se retourne pour partir, en disant qu'il est le jeune homme. À l'intérieur de la tour, nous voyons le duo observer un soldat armé, à côté de Yoshito. Okuyomi dit qu'il veut voir jusqu'où le jeune homme peut aller tout seul.
Prenant une profonde inspiration avant de répondre, notre garçon se prépare à attaquer et se précipite. Notre garçon se baisse pour contre-attaquer, faisant reculer l'ennemi avant de s'écraser durement au sol. Mais se redressant immédiatement, la créature lève à nouveau son épée, regardant en souriant. Takamichi dit que ce coup était beaucoup trop large. Mais tout à coup, Kagura crie, avertissant que ce n'est pas encore fini. Lorsque le protagoniste se retourne pour regarder derrière lui, il réalise que son adversaire a lancé son épée, et maintenant elle... Mais avant de combattre côte à côte, il doit voir de ses propres yeux ce dont le jeune homme est capable. Voyant que le coup était fatal, l'homme s'excuse auprès de lui-même. Notre garçon est projeté en arrière et tombe, avec des yeux sans signe de vie, le soldat s'approche pour ramasser son arme, mais le protagoniste revient à la vie et coupe ce dernier coup qui a vraiment fait mal. Alors maintenant, il va mettre fin à ça. Observant tout cela de côté, Okiyomi dit que, comme il le pensait, le gamin est immortel, et le seul qui peut le suivre dans la mission. Après avoir maîtrisé son adversaire, le protagoniste dit que maintenant... Mais à sa grande surprise, le soldat fait apparaître une autre épée comme par magie et inflige un autre coup fatal. Revenant à la vie encore une fois, Yoshito dit que c'est déjà la deuxième fois que la créature frappe son cœur, et sautant de nouveau dans le combat sans peur, les deux s'affrontent avec leurs épées, jusqu'à ce que le protagoniste doive reculer pour ne pas se faire toucher. Dans les airs, il parvient à bloquer chaque coup du monstre armé, mais dans sa tête, il est fou. Tout à coup, un éclair apparaît au loin et le projette en arrière avec force, car il est rapide. Takamichi parvient à atterrir au sol sans trop de mal, mais en regardant devant lui, il réalise que d'autres ennemis sont apparus. Tout à coup, des épées volent vers la tête du garçon, les créatures commencent à s'approcher, souriant. Notre garçon dit que ça doit être une blague, faisant référence au fait que 4 soldats l'ont entouré, avec son épée. Il commence à bloquer les attaques de l'adversaire, mais l'un pousse plus fort, presque en le touchant. Après cela, il essaie de faire 1000 choses à la fois, pour ne pas mourir encore, pensant que le protagoniste conclut que la situation est mauvaise, et si ça continue comme ça, la fin sera la même que les autres fois. Tout à coup, Kagura arrive, et, d'un seul coup, le Dominator envoie les soldats voler, les faisant s'écraser durement contre le mur de pierre. Regardant le protagoniste, l'homme dit que son pouvoir est vraiment impressionnant. Sans hésiter, le Dominator active son pouvoir, avant de brûler les soldats avec les flammes de son épée. Un peu plus loin, notre garçon regarde. Après avoir terminé son attaque, Okiyomi appelle son nouvel ami et dit qu'il comptait encore montrer un peu plus, mais la fin de l'ennemi s'évapore en un seul coup. Choqué, le protagoniste dit que c'était suffisant pour comprendre à quel... Réalisant qu'il a effrayé le garçon, le Dominator dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, car il voulait juste se vanter tout en se battant désespérément pour sa vie, comme lui. En criant, Yoshito dit qu'en fait, il ne se battait pas désespérément parce qu'il le voulait. Mettant les mains dans... Épuisé, le protagoniste demande quelle est la prochaine étape. Le Dominator dit alors que, selon Fuyun, il y a une grande mine de pierres magiques devant, et puisque les pierres magiques sont de la mana cristallisée, les monstres ont tendance à... Donc, la zone de la mine a généralement des monstres puissants. Se retournant, il demande si le garçon a compris ce qu'ils doivent faire. Confirmant, le protagoniste dit qu'ils doivent trouver les monstres et tous les éliminer. Tendant son poing, nous sommes transportés à un autre endroit, rempli de pierres magiques, où d'autres aventuriers semblent miner avec des pioches, tandis que des jeunes femmes se reposent assises, mais le groupe ne semble pas remarquer qu'une créature... Un peu plus tard, le Dominator et Takamichi atteignent enfin le 25e étage, la zone de minage de pierres magiques. Remarquant à quel point le garçon est émerveillé par l'endroit, regardant de tous les côtés comme un fou, notre garçon dit que oui, puis se souvenant que la dernière fois qu'il a échangé des pierres magiques, il a gagné tellement d'argent qu'il a pu rembourser ses dettes, mais maintenant s'il réussit à échanger toutes les pierres de cette mine, il pourrait finir très riche. Excité, il dit... Le Dominator s'excuse d'avoir ruiné les plans des enfants et dit que si on pouvait devenir riche avec ça, il y aurait beaucoup plus d'explorateurs. Réfléchissant, notre garçon dit que oui. L'homme révèle que s'il y a beaucoup de pierres magiques regroupées au même endroit, leur pouvoir finit par diminuer, car lorsqu'elles se forment, elles rivalisent pour la magie qui les entoure. C'est pourquoi celles de cette zone sont mélangées avec des impurités. Même ainsi, beaucoup de gens continuent à miner là-bas, ce qui a amené le département de gestion à protéger l'environnement, rendant l'endroit vraiment sûr pour quiconque veut y entrer. Un peu plus loin, des amis trouvent une grosse pierre. Pensant à lui-même, le protagoniste dit « La scène lui rappelle son ancienne équipe, car après s'être séparé des filles, il s'est senti un peu seul, montrant que ce n'est pas vraiment le cas. » Kogura réapparaît et passe un bras autour du cou du garçon, puis demande s'il est intéressé par l'une des filles, puisqu'il ne... Dans sa tête, notre garçon trouve le gars super agaçant. Se dégageant, il dit à voix haute qu'il n'est intéressé par personne. Le dompteur rétorque que le gamin est vraiment pénible,
puis demande quelle fille il aimait parmi celles qui voyageaient avec lui. Pendant ce temps, pas de réponse. L'homme dit que les deux étaient vraiment belles et qu'il sait que le protagoniste aime l'une d'elles, peut-être fuit une. Notre garçon ne sait pas comment sortir de cette situation gênante. Plus loin, la Challenger bronzée dit qu'il se passe quelque chose. Nerveux, Takamichi demande au dompteur d'arrêter de poser des questions stupides. Après tout, ils sont là pour s'entraîner, pas pour parler d'amour. L'homme pointe le garçon du doigt. Une des filles qui minait dit à ses amis qu'elle devrait essayer de pousser un peu plus loin. Après avoir trouvé une zone avec de grosses pierres, elle décide de commencer tout de suite. Mais quand elle frappe avec la pioche, la fille aux cheveux courts se blesse là. Demandant ce qui pourrait en être la raison, à leur grand malheur, un monstre ouvre les yeux, attirant immédiatement l'attention du protagoniste. Furieux, la créature commence à se lever, laissant les filles. Sans hésiter, la bête lance sa première attaque avec des bras sortant du haut de sa tête, envoyant des pierres magiques voler partout. Malheureusement, le trio de filles se trouve en plein dans la ligne de feu de ces morceaux aigus, au point de devoir se couvrir la tête et attendre le pire. Heureusement, Yoshito se jette devant au bon moment et, avec son épée, parvient à dévier les pierres. Se retournant, il demande si les mineurs vont bien et leur dit qu'elles peuvent maintenant fuir. Notre garçon dit qu'il a essayé d'être gentil, mais comme d'habitude, ses plans ne fonctionnent jamais comme il le souhaite. Des pierres magiques coincées dans son corps. Le protagoniste dit que mourir en sauvant quelqu'un n'est pas si mal, mais qu'un jour, il aimerait être comme Okuyomi. Furieux, la créature de pierre tend son pied pour finir le travail, pensant à ce qu'il veut après sa mort. Takamichi réfléchit à ce qu'il fera après avoir conquis les tours magiques et a gagné plein d'argent, assez pour ne plus avoir... Concluant rapidement qu'il n'a toujours pas de réponse à cela, mais qu'après avoir vu comment le roi dompteur l'a sauvé, lui et son équipe ainsi que Perséphone, tout ce qu'il veut, c'est devenir un aventurier qui sauve les autres de manière incroyable. Renouant pour la 50e fois, notre garçon dit que pour atteindre le niveau de l'homme, il lui manque encore beaucoup de compétences et d'expérience, donc il doit continuer à s'entraîner. Chargeant le monstre, le protagoniste attire son attention, puis déterminé, il lance sa première attaque, mais à sa frustration, la coquille de l'ennemi est vraiment dure, ce qui signifie que la couper ne sera pas facile du tout. Se retournant, le garçon demande où est passé Kagura. Un jeune homme s'approche et dit qu'en tant que garde, il ne peut pas juste fuir. Le dompteur répond qu'il sait que gérer ce monstre est sa responsabilité, ainsi que celle des autres, mais que ce jour-là, personne n'aura assez. En entendant cela, les yeux de Yoshido s'écarquillent, soudain le monstre lance encore plus de pierres magiques aiguisées, forçant le protagoniste à balancer son épée encore et encore. Inquiet, il décide de commencer à courir pour ne pas se faire toucher, mais s'arrête en entendant. En criant, notre garçon demande s'il se moque de lui à un moment comme celui-ci. Riant, le dompteur dit qu'il parle de la statistique d'intelligence. Eh bien, s'il a une bonne quantité de cette statistique, il devrait essayer de prêter plus attention pour découvrir. En disant au revoir, l'homme dit qu'il lui laisse les choses. Concentré, le protagoniste dit qu'il a fini avec un ami plutôt irresponsable. On découvre que l'intelligence est une statistique qui évolue avec la magie, et que tout a un pouvoir magique. Dans sa tête, le garçon dit que grâce à son pouvoir, son intelligence a augmenté, mais pas assez pour qu'il puisse utiliser la magie. Mais à sa grande surprise, en regardant le panneau, il découvre qu'il peut en faire. Puis il se souvient que lorsqu'il est mort plus tôt, son intelligence a augmenté, ce qui signifie que sa mort agonisante a eu un certain avantage. Sans hésiter, il active son sens magique, qui révèle un flux de magie autour du corps de la créature, car il ne contrôle pas encore très bien son... Tout à coup, il réalise que le monstre protège son propre corps avec de la magie, et c'est pourquoi il a une coquille si dure. La créature fixe le protagoniste, attendant un mouvement. Soudain, 3 cercles de lumière apparaissent au-dessus de sa tête. Puis il conclut que si c'est vraiment le cas, il est foutu. Le monstre tire une décharge de lumière, envoyant notre garçon voler en arrière avec tout. Au sol, il dit que même s'il peut voir la coquille magique. Mais alors, en se concentrant à nouveau, il remarque que la forme de la coquille est devenue instable lorsqu'elle est entrée en contact avec la magie autour d'elle, ce qui... Déterminé, Takamichi charge à nouveau, disant qu'il va sortir son adversaire de la coquille pour l'accueillir avec une attaque mortelle, utilisant un peu plus de son nouveau pouvoir. Le protagoniste pense que puisque la coquille défensive de l'ennemi est devenue temporairement instable, tout ce... Mais d'abord, il devra saturer la zone avec de la magie, en détruisant les pierres magiques. Le monstre attaque à nouveau, lançant une pluie de pierres vers le garçon, qui parvient à s'en sortir indemne, mais se retrouve ensuite face à d'autres pierres. L'attaque le force à sauter, utilisant le mur comme support, assez près des pierres incrustées. Il commence à trancher avec son épée, brisant les objets en petits morceaux. Se retournant, le protagoniste pense que cela devrait suffire.
La créature tombe lourdement juste derrière le garçon qui active à nouveau son pouvoir de manipulation magique, tandis que des milliers de pierres volent vers lui. En y réfléchissant, Takamichi dit que cette capacité n'a pour effet que de rassembler la magie autour de lui. Pourtant, pour briser la coquille défensive de son adversaire, cela fonctionnera très bien, se déplaçant à la vitesse de la lumière. Le protagoniste porte un coup mortel à la créature, mais en voyant que le bouclier n'est fissuré que légèrement, se préparant, notre garçon dit qu'il est temps de fleurir. Puis il active son pouvoir unique, appelé Chain Burst Furious. Le monstre attaque en utilisant la seule chose qu'il sait faire, tout en se défendant. Le garçon pense, puis à la fin, il ajoutera de la magie et libérera toute sa force. Changeant de stratégie, la créature lance d'énormes pierres vers le protagoniste, qui se baisse pour bloquer. Puis il dit qu'il n'est pas pressé. En voyant le jeune homme s'approcher, le monstre utilise à nouveau ses portails magiques, mais malchance pour lui, Yoshido est plus rapide que jamais. Se rapprochant, il dit que cette fois, le monstre ne pourra pas arrêter son attaque. On découvre qu'à cause de la massive montée... Regardant tout cela après être revenu, Kagura dit que le jeune homme a dépassé ses attentes, en criant. Le protagoniste dit qu'il est temps de détruire le cœur du monstre, une énorme explosion de pétales bleus et de pierres se produit, et enfin, le bouclier de la créature se brise, se fendant en deux, provoquant cette fois une explosion de feu qui envoie notre garçon voler loin, jusqu'à ce que son dos s'écrase du... Lorsqu'il ouvre à nouveau les yeux, il se retrouve face au dompteur souriant, ce qui le fait sourire aussi, avant de lever la main et de faire un pouce en l'air avec son nouveau partenaire. En partant, Takamichi demande si les autres aventuriers vont bien, et, un peu plus loin, il trouve les filles. Notre garçon fait signe au trio tandis qu'Okuyomi dit que l'affaire est réglée, mais tout à coup, une autre explosion se produit. Surprenant tout le monde, une bouche monstrueuse surgit vers le protagoniste et le broie sans pitié, juste après que Kagura crie désespérément le nom du garçon. Tandis que les filles reculent, terrifiées, rapidement. Encore choqué, il demande quelle taille c'est, réalisant qu'il va devoir combattre l'anéantisseur d'acier, pensant à la façon dont le monstre est apparu. Le garçon conclut que c'est une anomalie. Fr. Même nerveux, il saisit son épée, soudain le serpent d'acier attaque, mais il est bloqué par l'épée du Dominator. Sourire aux lèvres, il dit que le monstre est bon. Alors il va comme Fr. Activant son pouvoir, Okuyomi se prépare à contrôler la zone, à travers une chaleur intense, des flammes enveloppent le corps de l'anéantisseur. Yoshito, protégeant ses yeux, essaie de ne... Fr. En fait, les flammes du Dominator n'ont aucun effet, alors que le monstre s'approche. Kagura dit que la carapace de la créature résiste au feu, il ne lui reste plus que la force brute. Sans peur, l'homme charge l'anéantisseur, qui ouvre Fr. Malheureusement pour lui, l'anéantisseur est plus rapide et réussit à lui infliger plusieurs coups d'affilée. Lorsqu'il atteint un certain point, il réalise que le monstre a crié et, en reculant, Fr. Soudain, un compartiment s'ouvre dans le corps de l'ennemi, laissant le Dominator confus. De l'intérieur, une griffe acérée surgit et se dirige droit vers lui. Ce n'était pas qu'une seule griffe qui est apparue. Inquiet, Yomi Fr. Déterminé, la créature tire toutes ses griffes en même temps. Toujours en l'air, l'homme essaie de s'éloigner. Le protagoniste rebondit dans le combat et tente de frapper, mais le Dominator crie son nom, car une des griffes se dirige vers lui. Notre Fr. Revenant à la vie, il dit que ça fait mal, mais grâce à son pouvoir, il a réussi à se rapprocher de l'ennemi. Avec son pouvoir actif, il lui dit adieu à son œil, avant d'enfoncer l'épée dans l'iris du monstre, qui commence à se Fr. Le garçon tombe en chute libre, mais avant de toucher le sol, il est sauvé par Kagura. S'excusant, l'homme dit que le jeune est mort à cause de lui. En sueur, le protagoniste dit de ne pas s'inquiéter, car le plus important maintenant, Fr. Toujours en train de se débattre, le monstre commence à détruire la grotte, puis charge à nouveau le duo un peu plus loin. Des rayons verts enveloppent le corps de la créature après qu'elle ait percuté un bouclier, se protégeant. Yoshito découvre enfin ce qui se passe quand Fr. Après l'impact, l'anéantisseur se ressaisit rapidement et fait à nouveau face au protagoniste, qui se demande ce qu'il prépare. Soudain, le gigantesque serpent commence à s'enfoncer sous terre. Bien que tout le monde sache que les monstres plus puissants se trouvent aux étages supérieurs, le garçon se retourne et dit que si la créature attaque les aventuriers de bas niveau qui ne sont pas préparés, une tragédie se produira. Kagura acquiesce et ajoute que si l'anéantisseur s'échappe, Yoshito se précipite vers le trou laissé par le monstre et déclare que la créature peut vraiment se Le Dominator explique que normalement, chaque étage a des entrées vers des zones sûres, empêchant les monstres d'atteindre d'autres étages, mais il y a des exceptions rares où les bêtes sont si puissantes qu'elles peuvent se déplacer par un certain moyen, ce qui signifie que l'anéantisseur. En expliquant, Okuyomi dit que ces êtres sont classés par le département dans une catégorie spéciale,
pour être exterminé correctement. Surpris, le protagoniste demande ce que signifie une catégorie spéciale. En regardant le grand cratère, le Dominator dit que les informations sur les erreurs ne sont partagées qu'entre les aventuriers de haut niveau, choisis par le département, donc il vaut mieux qu'il retourne en arrière et rapporte la situation actuelle. Le protagoniste acquiesce, tous deux se préparent à partir, mais soudain, quelqu'un crie, c'est l'une des filles de tout à l'heure, disant qu'il y a un instant, le gars est mort. Réfléchissant rapidement, notre garçon se... Nervous, he tries to come up with an explanation and says that actually that was just an illusion, so he didn't really die. Concluding right after that, it's better to tell a lie than traumatize everyone. One of the girls walks up and says that no matter how she looks at it. En sueur froide, le protagoniste dit que son illusion est juste comme ça. Convainquant rapidement le trio, les filles lâchent un grand merci pour nous avoir sauvés. La scène prend le garçon au dépourvu, alors il dit qu'il est heureux, faisant craquer les filles encore plus. Prenant l'initiative, la fille aux cheveux courts demande si elle peut avoir son numéro de téléphone. Au loin, Yuri dit qu'elle sent quelque chose de dangereux se produire, tandis que Mana crie qu'ils doivent continuer. Ruinant le moment, le protagoniste dit que ça va et qu'il arrive. Regardant la fille, il dit qu'il est temps de partir. Après tout, il est sûr qu'elle ne veut pas se faire attraper par le serpent d'acier à nouveau. S'approchant, le garçon s'excuse auprès du dompteur pour le retard. Notre garçon dit qu'il ne l'a pas fait pour une récompense, laissant l'homme intrigué, souriant. L'homme dit qu'il est temps de retourner à la base par le portail de téléportation, qui permet de se connecter à un autre point. On découvre qu'il y a un portail tous les 5 étages et qu'ils sont généralement placés dans des zones sûres, donc dès qu'une personne atteint un étage avec un portail, il est activé. Juste au cas où Takamichi dit qu'ils ont de la chance d'être sur un étage avec un portail, contrairement aux autres aventuriers qui, s'ils sont attaqués par le serpent, Kagura acquiesce et dit que c'est exactement pourquoi ils doivent retourner au département de gestion, afin de coordonner avec Fuyun et les autres et Un certain temps plus tard, nous voyons la chef de département les remercier pour le rapport, puis révélant que plusieurs personnes ont été blessées et tuées aux étages inférieurs de la tour, ce qui a poussé l'association à classer l'anéantisseur d'acier comme priorité absolue parmi les erreurs, donc une réponse immédiate sera. Se levant, Fuyun finit en disant qu'elle va personnellement vaincre la créature, le dompteur acquiesce après tout, lui et le gars n'ont pas pu résoudre la situation. Puis il demande à la femme d'envoyer un groupe dont il fera partie. Ne se faisant pas mentionner, notre garçon fixe l'homme qui... Yoshito a l'air vraiment surpris par la scène, puis la femme avertit, tenant une katana plus grande qu'elle va cette fois-ci y aller en personne. Après un certain temps, ils arrivent de nouveau à la tour magique de Proteux et tombent sur le... Fuyun apparaît et dit qu'après avoir affronté l'anéantisseur d'acier au 25e étage, il est descendu et a attaqué tout le monde autour, mais il est encore possible de détecter des tremblements à cet étage en ce moment. Ce qui signifie que la créature est à proximité. Notre garçon demande si elle n'est pas inquiète que le serpent attaque les personnes qui sont en avant, et si les aventuriers qui ont fait le repérage n'ont pas été tués. Secouant la tête, la chef de département dit que ceux envoyés à la tour font partie. Excité, Kogura dit qu'il était temps que cela arrive, puis ajoute que l'unité des opérations spéciales, sous le commandement de la chef du département des aventuriers de Tokyo, connue sous le nom d'équipe Ice Flower, vient d'arriver. Après avoir entendu s'approchant, un gars dit que le repérage est terminé, et comme prévu, les tremblements continuent à cet étage. Ce qui signifie que la cible est quelque part à l'intérieur des murs. Se retournant, le jeune homme dit les noms de notre duo préféré. À sa grande surprise, le gars s'agenouille et remercie tous les deux pour leur coopération, puis dit que la menace est de premier ordre, même équivalente à un boss de tour magique. Donc, s'ils peuvent se battre aux côtés du duo, ils peuvent aussi minimiser les pertes. Et de quoi le gars pourrait bien parler. S'interposant, Kogura dit qu'ils sont là, donc oui, les pertes. Coupant l'homme, le protagoniste dit qu'il ne laissera personne mourir. Sourire, le gars du département dit que c'est rassurant d'entendre ça. Impanique? Notre garçon sait exactement ce qui se passe, tout comme Fuyun, qui crie que les secousses viennent de dessous eux. L'anéantisseur d'acier jaillit du sol, déjà la bouche ouverte. Criant, rapidement, les aventuriers se précipitent vers le serpent qui réalise qu'il est sur le point d'être attaqué en plein vol, et libère ses griffes pour se protéger, montrant qu'ils ont des compétences. Deux gars parviennent à esquiver l'attaque, mais l'un d'eux regarde sur le côté et réalise, regardant de loin, le Dominator dit que les mouvements coordonnés sont l'un des traits spéciaux de l'équipe Ice Flower et qu'ils ont totalement ce qu'il faut pour abattre des choses au niveau des boss. Le problème est que l'anéantisseur semble être sur un niveau complètement différent, ce qui signifie que l'équipe ne... L'homme demande si Yoshito est prêt, car il est temps de donner tout ce qu'ils ont, et le protagoniste acquiesce sans hésiter. Juste après, tous deux se lancent dans le combat, courant à la vitesse de la lumière. Okiyomi décide de venir par le haut, tandis que le Dominator atterrit son premier coup sous la tête du monstre.
Soudain, le protagoniste apparaît et se prépare à porter un coup fatal, mais il est forcé de reculer lorsqu'une griffe est lancée vers lui. Déterminé, le gars fait un salto dans les airs, mais quand il regarde devant lui, il réalise que la créature est sur le point de s'enfuir à nouveau. Takamichi observe la situation à l'envers, les yeux grands ouverts, tandis que la chef de département parvient à rattraper le monstre qui cesse de fuir, puis la femme dit qu'elle ne le laissera pas s'échapper. Notre garçon dit que c'est incroyable, tandis que son ami dit que cela fait longtemps. On découvre que l'aventurier a un renforcement corporel et un mouvement incroyablement rapide grâce à la manipulation magique, et en plus, une compétence unique appelée nébuleuse de glace. Excité, l'homme dit au protagoniste de ne pas la quitter des yeux, car la fille est vraiment très rapide, saisissant sa katana, fuit une passe à l'attaque laissant le serpent d'acier stupéfait, observant les mouvements de son adversaire. L'anéantisseur ne peut même pas suivre ce qui se passe, tandis que la chef de département profite de cela pour porter coup après coup, sautant dans les airs dès qu'elle réalise qu'elle est sur le point d'être frappée. Pour ouvrir une distance de sécurité avec sa compétence nébuleuse de glace activée, elle commence à courir à nouveau, et de retour dans les airs, elle prépare un coup fatal. Sentant le danger, le serpent géant se retourne pour se défendre. Mais il est trop tard, car la katana de la chef de département frappe sa carapace, faisant éclabousser un liquide jaune partout, la bouche ouverte. Yoshito demande comment la femme a fait ça, et Kogura explique que sa compétence augmente son pouvoir magique, et comme elle est une génie en matière de contrôle magique, elle finit par porter des attaques chirurgicales. S'éloignant de la créature, Rito demande à tous les membres de se préparer à exterminer l'erreur de premier ordre. Saisissant son épée, notre garçon dit qu'apparemment il ne reste que lui et l'homme. Levant son arme, la chef de département se prépare à attaquer à nouveau, mais l'anéantisseur d'acier décide de libérer toutes ses griffes, tout en se débattant furieusement et en poussant un rugissement de sa bouche. Le chef d'équipe Ice Flower dit qu'ainsi, ils ne pourront même pas s'approcher. Le serpent géant continue de bouger de manière frénétique. Pensant, Fuyun dit qu'elle ne peut pas quitter la créature des yeux. Donc elle doit décider rapidement quoi faire. Tout à coup, quelque chose passe juste à côté d'elle, quand elle réalise que c'est Yoshito. La femme crie, mais le gars décide de l'ignorer. Dans les airs, il se retrouve face à face avec les nombreuses griffes de l'ennemi. Et comme prévu, il finit par mourir. Notre garçon renaît rapidement, comme toujours, et s'accrochant au corps de la créature, dit qu'il veut voir combien de temps elle va continuer cette rébellion, surtout contre lui, puisqu'il reviendra toujours. Pensant, le protagoniste dit qu'il a réussi à s'accrocher d'une manière ou d'une autre, changeant sa position de réapparition, mais maintenant il doit comprendre quoi faire ensuite. Les yeux de l'anéantisseur deviennent rouges, et il commence à courir à grande vitesse en criant. Le gars dit au monstre d'attendre, montrant qu'il est surpris par une telle agilité. Sautant, il dit que c'est de la triche, son corps finit par s'écraser de plein fouet contre le mur, faisant voler de la jus de fraise partout. Mais encore une fois, il revient à la vie et réussit même à traverser les airs. Remarquant la présence du jeune homme, le serpent lance à nouveau ses griffes, qui, en un clin d'œil, se couvre de jus de fraise. Renaissant pour la troisième fois, Takamichi traite son adversaire de salaud.